Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère, un de ceux qui nous retourne un peu le cerveau. Comment est-ce que l'ordre et la complexité arrivent à émerger dans notre univers? Pour décortiquer tout ça, on va suivre les traces d'un esprit littéralement brillant, Ilya Prigogine, qui a carrément décroché le prix Nobel de chimie en 1977. Ses travaux ont complètement chamboulé notre façon de voir le monde. Alors accrochez-vous, on plonge au cœur du mystère. Alors voici le grand paradoxe, la question de fond qui va nous guider. En gros, les lois fondamentales de la physique sont formelles. L'univers glisse inexorablement vers le désordre, vers ce qu'on appelle l'entropie maximale. C'est inévitable. Et pourtant, il suffit de regarder autour de nous. On a des galaxies spirales magnifiques, des villes immenses, hyper organisées, et la vie elle-même qui prospère. Comment tout cet ordre incroyable peut-il exister dans un univers qui est censé se désagréger? C'est quand même fou, non? Au programme pour décortiquer tout ça, on commence par le paradoxe de l'ordre, ensuite on parlera des systèmes ouverts, des fameuses structures dissipatives, on fera un détour fascinant par le chaos déterministe, et on finira en beauté avec la flèche du temps. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, le fameux paradoxe de l'ordre. D'un côté, on a ce bon vieil Isaac Newton. Dans la physique classique de Newton, le temps est complètement réversible. C'est-à-dire que si on filme des boules de billard en train de se cogner et qu'on repasse la vidéo à l'envers, les mouvements restent physiquement possibles. Les équations s'en fichent du sens du temps. Mais de l'autre côté, boum, la thermodynamique. Sa deuxième loi nous dit que le désordre, l'entropie, ne fait qu'augmenter. Un verre brisé en 1000 morceaux, ça ne va jamais se recoller tout seul par magie. C'est une flèche irréversible. Donc la vraie question c'est comment l'ordre peut-il surgir si tout nous pousse vers le chaos ? Et ça nous amène directement à la première clé de l'énigme, les systèmes ouverts et leur gestion de l'entropie. Pendant très longtemps, la physique a fait une fixette sur les systèmes fermés. Imaginons un gaz coincé dans une boîte scellée. Sans aucun contact avec l'extérieur, ce gaz va s'étaler jusqu'à devenir un truc plat, homogène, ennuyeux au possible. Bref, entropie maximale garantie. Mais le coup de génie de Prigogine, ça a été de regarder ailleurs, vers les systèmes ouverts. Une cellule vivante, une flamme, un cyclone, ce sont des systèmes qui échangent non-stop de la matière et de l'énergie avec l'extérieur. Et c'est justement ce flux continu qui leur permet d'esquiver cet état d'équilibre et de garder une entropie super basse. Et le plus beau, c'est que ça se prouve mathématiquement de manière hyper élégante. Dans un système ouvert, la variation de l'entropie est coupée en deux. D'abord, il y a la production interne, qui crée toujours un peu de désordre, c'est inévitable. Mais il y a aussi le flux environnemental. Et c'est là toute l'astuce. Un système ouvert peut littéralement recracher son désordre vers l'extérieur. Tant qu'il évacue ce chaos plus vite qu'il ne le fabrique, il maintient un ordre interne absolument parfait. C'est exactement comme ça qu'on survit biologiquement. On absorbe de l'énergie bien propre et on rejette de la chaleur désorganisée. Ce qui nous propulse vers la grande découverte de Prigogine, son concept phare, les structures dissipatives. En fait, Prigogine a remarqué un truc complètement dingue. Quand on pousse un système très, très loin de son équilibre, en le bombardant d'énergie, il ne s'effondre pas forcément. Si on franchit un certain seuil, le système s'auto-organise spontanément. Il crée une nouvelle structure globale, macroscopique. C'est ce qu'on appelle une structure dissipative, parce qu'elle a absolument besoin de dissiper l'énergie de son environnement pour exister. Un ouragan géant dans l'océan, c'est une structure dissipative. Notre propre cerveau, avec ses milliards de connexions maintenues par notre métabolisme, c'est aussi une structure dissipative. Pour vraiment capter l'idée, prenons l'exemple parfait. L'expérience des cellules de Bénard. On met un liquide entre deux plaques. On chauffe en bas, on garde froid en haut. Au début, la chaleur monte. Normal, ça fait un peu n'importe quoi. Mais soudain, dès qu'on atteint un point de chauffe hyper précis, paf, le liquide s'organise d'un coup. Des millions de molécules se coordonnent toutes seules pour former de magnifiques cellules hexagonales, comme des nids d'abeilles, sans aucun chef pour donner des ordres. C'est l'ordre macroscopique qui émerge purement de la dynamique interne. Franchement, c'est fascinant. Ce qui nous fait passer à l'étape suivante, le moment où tout s'emballe, les bifurcations et le chaos déterministe. Il y a un moment fatidique qu'on appelle la bifurcation. Quand on continue de stresser le système, disons en augmentant encore plus la chaleur, il perd l'équilibre. Il arrive à un point de rupture totale. Et là, c'est le suspense absolu. À ce croisement exact, le futur est totalement incertain. Une microfluctuation, une poussière, le moindre petit accident microscopique va décider de la direction que va prendre tout le système. Il bascule d'un coup vers une toute nouvelle forme d'organisation. Et là, attention, ça ne s'arrête pas au labo de physique. Prigogine a bossé avec l'historien et sociologue Immanuel Wallerstein et ils ont fait un parallèle de fou. Ils ont superposé ces lois thermodynamiques directement sur l'histoire humaine. Le flux d'énergie devient le flux de capitaux. La structure dissipative, c'est notre système politique. Et la bifurcation ?
Eh bien, c'est la crise systémique monumentale. Prenez la fin du Moyen-Âge, la peste noire, les chocs massifs. Le système médiéval a atteint son point critique, il a bifurqué, et c'est devenu le capitalisme. La trajectoire d'une société entière qui se comporte comme de la physique de haute voltige. Bon, après tout ce chaos et cette bifurcation, le système finit par trouver une nouvelle stabilité. Il atterrit quelque part, et ce quelque part, on l'appelle en attracteur. C'est la destination naturelle vers laquelle tout converge. Ça peut être un attracteur super basique, comme un pendule qui finit par s'arrêter pile au milieu à cause du frottement, mais dans les systèmes vraiment complexes, croyez-moi, l'attracteur est beaucoup, beaucoup plus imprévisible. C'est exactement là qu'intervient le fameux attracteur étrange de Lorentz. C'est l'essence même du chaos déterministe. Pensez à la météo, à l'économie. Ce sont des systèmes qui restent dans certaines limites, mais qui ne font jamais, au grand jamais, 2 fois la même chose. C'est l'illustre effet papillon. La moindre petite différence au départ entraîne des trajectoires complètement différentes à l'arrivée. Ça veut dire qu'on a beau connaître toutes les lois mathématiques par cœur, faire des prédictions fiables à long terme, c'est littéralement impossible. Et ça nous amène à notre toute dernière partie, la réflexion ultime de cette exploration, la flèche du temps. C'est l'aboutissement absolu de la pensée de Prigogine. Le fait que le temps s'écoule du passé vers le futur, ce n'est pas juste un défaut de notre cerveau humain. Ce n'est pas une illusion. Non, le temps qui ne va que dans un sens, cette asymétrie, c'est une réalité physique, objective et fondamentale de l'univers. Les équations classiques essayaient de gommer le temps en le rendant réversible, mais la vraie nature du monde, elle, nous impose cette marche en avant indélébile. L'histoire a une réelle importance. Et la vraie conclusion, elle est magnifique. Cette flèche irréversible du temps, ce n'est pas du tout une tragédie. Ce n'est pas une longue chute vers la destruction. C'est l'exact opposé. C'est le moteur de la création. Comme le temps ne fait pas marche arrière et qu'on passe par toutes ces bifurcations imprévisibles, l'avenir peut être authentiquement nouveau. L'évolution de la vie biologique, l'émergence des cerveaux, la naissance de nouvelles sociétés, rien de tout ça ne pourrait exister dans le monde figé et réversible de Newton. Ce voyage à sens unique, c'est ce qui permet à la nature de sans cesse se réinventer. Alors, pour clore cette analyse, regardons simplement autour de nous. Des villes bouillonnantes aux cellules de notre propre corps, l'ordre émerge du chaos porté par cette marche inéluctable du temps. Ça donne envie de se demander quels sont les systèmes de notre monde actuel qui s'approchent dangereusement de leur seuil critique, lesquels sont sur le point de bifurquer pour créer une réalité totalement inédite. Gardons l'œil ouvert sur cette incroyable complexité et on se retrouve très vite pour une prochaine exploration. Salut!